Nous accueillons maintenant M. David Elbaz, qui est astrophysicien au CEA à Saclay. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran qui est là, il se pose une question à laquelle vous n'aviez peut-être pas songé avant d'entrer dans cet amphi, ou alors si, vous l'aviez vu forcément sur le programme. Habitons-nous un trou noir? Alors pourquoi cette question? Il va vous l'expliquer parce que moi j'en suis bien incapable. Tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire de principe holographique dont nous avons déjà parlé dans Ciel et Espace d'ailleurs. Mais il va se faire un plaisir de vous raconter tout ça. C'est extrêmement fascinant, je peux vous le dire. Monsieur David Elbaz. Bonjour, merci d'être venus si nombreux pour venir écouter une conférence dont effectivement vous n'êtes peut-être pas parfaitement au courant de ce qui va se passer, et moi aussi d'ailleurs, parce que ce dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui, c'est d'une partie beaucoup plus exploratoire que ce dont on a l'habitude de parler habituellement. Je vais essayer de vous renseigner sur une démarche qui est en train de se développer en ce moment pour expliquer un peu mieux l'univers et en particulier la gravité. Alors, j'étais la semaine dernière à une conférence à Séoul, en Corée du Sud, et j'étais allé là-bas pour parler de mon sujet de travail qui est l'étude de la formation des galaxies. On avait des nouvelles images d'un ensemble d'antennes interférométriques qui s'appelle ALMA, pour mesurer la poussière interstellaire dans les galaxies, mesurer le gaz dans les galaxies, qui sont les réservoirs qui participent à la naissance de nouvelles étoiles. Et notre objectif était de mesurer la formation de nouvelles galaxies et d'étoiles au cours de l'histoire de l'univers en suivant plusieurs tranches de l'univers. Et ce que j'expliquais dans ma conférence à Séoul, c'est que les galaxies semblaient naître, et les étoiles dans les galaxies semblaient naître à un rythme qui ne collait pas bien avec nos théories. Et nos théories prenaient en compte un acteur majeur pour comprendre la naissance des galaxies dans l'univers, c'est ce qu'on appelle la matière noire. Donc la matière noire, j'en dirai quelques mots, vous avez déjà dû en entendre parler, c'est une forme de matière d'origine inconnue, mais qui participerait à la gravité dans l'univers et qui serait à l'origine de la formation des galaxies. Et donc, je posais la question, et la plupart des conférences travaillent, par exemple, des conférenciers travaillent avec cette hypothèse de matière noire et aussi une forme d'énergie noire qui est à l'origine d'une accélération de l'expansion de l'univers. J'en dirai aussi deux mots. Et puis, quand on a une pause café dans ce genre de conférence, à un moment donné, on se retrouve entre nous et on se dit quand même, c'est quand même inconfortable cette histoire, parce que 95% de l'univers fait de composantes dont la nature est complètement inconnue, il ne manquerait plus que ce ne soit pas exactement ce qu'on pense, et en fait, tout ce qu'on vient de raconter là, ça n'a pas grand sens. Mais c'est pendant la pause café. Après, quand on retourne, on a des simulations numériques faites à l'ordinateur qui reproduisent l'univers de façon parfaite et qui sont très très belles. Et qui, bien sûr, plus c'est parfait, plus on a parfois un peu triché. Alors, je sais qu'il y a ici un de nos étudiants qui travaille sur les simulations, qui lui, ne triche pas. Mais certains collègues, eux, expliquent tout et, du coup, cachent un peu le problème. Et puis, en plein milieu de cette conférence, arrive quelqu'un, Maurice Van Putten, qui dit « Tiens, je voudrais vous dire une chose, c'est que dans la théorie de la relativité, il existe des horizons virtuels. Et quand on prend en compte le mouvement des horizons virtuels, eh bien, ça explique la matière noire et l'énergie noire sans faire appel à la matière noire et l'énergie noire. En d'autres termes, la gravité, si on la corrige par ces effets-là, explique tout sans qu'on ait besoin de faire appel à des nouvelles composantes. » Il venait de lancer un pavé dans la mare et la réaction a été extraordinaire. Il ne s'est strictement rien passé. Personne n'a réagi. Je parle à mon collègue qui était à côté, je lui dis « Tu te rends compte, c'est quand même incroyable ce qu'il est en train de dire ?» Il me fait « Pardon, j'étais en train de lire un mail, j'étais en train de... » Donc 80% des gens dans les conférences aujourd'hui attendent leur tour, font leur talk, puis répondent à leurs emails. Et finalement, il n'a eu aucune question. Donc je suis allé déjeuner avec ce type, sachant que j'avais déjà prévu de vous parler de ça aujourd'hui, parce que ce n'est pas le seul qui parle de ça, mais je me dis « Tiens, encore un ». Et j'ai interviewé plusieurs de mes collègues théoriciens qui, chacun me dit il y a vraiment quelque chose de troublant ici. Donc je vais essayer de vous parler de cet aspect troublant des trous noirs en quelques mots. Et la première question, ça va être, habitons-nous un trou noir? Alors c'est une question un peu piège,
parce que ça dépend de ce qu'on appelle un trou noir, mais ça va nous conduire à une seconde question qui est pourquoi devrions-nous nous en soucier? Et qui est justement cette question de la gravité. Alors, dès la fin du XVIIIe siècle, on a imaginé la possibilité que la masse d'un objet soit suffisamment grande pour que la vitesse qu'il faudrait avoir pour s'en libérer soit supérieure à la vitesse de la lumière. Pour sortir de l'attraction terrestre, il faut se déplacer à plus que 11,2 km par seconde. On pourrait imaginer qu'un astre soit suffisamment massif pour qu'il faille se déplacer à 300 000 km par seconde pour en sortir. À ce moment-là, la lumière ne pourrait pas en sortir et on pourrait appeler ça une étoile noire. C'était l'idée de John Mitchell et Pierre-Simon Laplace. Et puis, en 1915 est arrivée la théorie de la relativité d'Einstein, qui lui-même n'avait pas pensé au trou noir, et Carl Schwarzschild, qui était sur le front en 1916, imagine le fait que la courbure de l'espace et du temps dans la relativité va conduire à piéger la lumière, et c'est une autre définition du trou noir avec ce qu'on appelle un horizon. Donc, je vais vous en dire deux mots, et la troisième date que je voudrais citer, c'est 1920, lorsque Chandrasekhar, un physicien indien, réalise que l'effondrement d'une étoile en fin de vie, typiquement plus massif que 20 fois la masse du Soleil, peut donner naissance à un trou noir. Alors, une petite remarque déjà. Ça, c'est une très très belle illustration qui représente une vue de dessus du système solaire. Vous avez le Soleil avec ses planètes. Imaginons que l'air qui se trouve dans cette pièce s'étende non seulement dans cette pièce, non seulement sur Terre, à la surface de la Terre, mais que cet air s'étende à l'ensemble du système solaire. Si l'air qui occupe cette pièce occupait l'ensemble du système solaire, le système solaire serait un trou noir. Si je pouvais claquer des doigts et faire remplir l'ensemble du système solaire d'air avec la même température, la même densité que l'air qui est ici, le système solaire serait un trou noir et vous ne pourriez plus voir le Soleil de l'extérieur. Alors, bien entendu, il se passerait un effondrement de cette matière jusqu'à ce qu'elle se concentre de plus en plus. Mais au moment où je lui aurais donné naissance à ce trou noir, eh bien, il aurait cette densité de l'air avec cette capacité d'empêcher la lumière de sortir. C'est juste pour vous dire que les trous noirs ne sont pas tous des tueurs, ne sont pas tous des objets dangereux. Les trous noirs les plus grands sont des objets qui peuvent avoir une très faible densité moyenne, comme celle de l'air. Et en réalité, comme la matière va aller vers le centre, la densité est plus complexe à comprendre. Alors maintenant, prenons la Terre et puis imaginons-la sous la forme d'un objet qui courbe l'espace, comme dans la théorie de la relativité, qui va piéger jusqu'à un certain degré les objets qui tournent autour d'elle. Donc, à la surface de la Terre, si vous voulez quitter la surface de la Terre, une fusée par exemple, il faut partir à 11,2 km par seconde, c'est-à-dire 40 000 km/h. Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez avoir la capacité de faire un tour de la Terre en 1 heure. Si vous pouvez faire un tour de la Terre en 1 heure, vous pouvez la quitter grâce à cette fameuse formule qui est ici, V égale racine carrée de 2gm sur R. Bon, maintenant, on va comprimer la Terre par un facteur 12. Pourquoi? Parce que l'attraction gravitationnelle est d'autant plus forte que vous êtes près de l'objet qui vous attire. Si vous êtes loin, vous sentez moins l'attraction. Si vous êtes près, vous sentez plus d'attraction. Et c'est la distance au centre de la Terre qui compte. Donc si je comprime la Terre, eh bien, l'attraction à la surface de la Terre sera plus grande. Si je la comprime d'un facteur 12, il faudra faire un tour de la Terre en 1 seconde pour pouvoir sortir de la Terre. Si je la comprime encore plus, jusqu'à atteindre un rayon de 0,9 cm, pratiquement 1 cm, la vitesse qu'il faudra pour sortir de la Terre, ça sera 300 000 km par seconde. Donc là, on aura créé un trou noir. Donc la masse de la Terre comprimée dans un rayon de 0,88 cm, c'est une étoile noire. Alors, revoyons maintenant la différence qu'il y a entre le point de vue de Newton et le point de vue d'Einstein sur la gravité. Selon Newton, la gravité, c'est une force qui agit à distance d'un objet sur un autre. En d'autres termes, c'est un phénomène totalement magique, puisqu'il n'y a rien entre les deux objets, et Newton a lui-même dit « Celui qui croit qu'un objet peut attirer un autre objet à distance sans qu'il n'y ait rien entre les deux, eh bien, il doit avoir perdu la raison. » Donc, il a toujours cherché à comprendre quel était le mécanisme de la gravité. On dit que la gravité est une action à distance
on dit qu'elle est non locale. Par exemple, quand je pousse quelqu'un, localement, je l'affecte, mais imaginons maintenant que quelqu'un soit là-bas et que je fasse ce geste-là et qu'il tombe, ça serait une action non locale. Alors vous allez me dire, ça serait de la vraie magie si je pouvais faire ça. Oui, mais maintenant, si vous prenez le type, vous le mettez en haut et vous le lâchez, magiquement, il va tomber alors qu'il n'y a rien qui le touche. Donc, là, on a une action à distance. Ce qu'a fait Einstein, c'est de résoudre ce problème en disant qu'au moment où la pomme se détache de l'arbre, à l'endroit où se trouve la pomme, l'espace et le temps sont différents dans le sens où lorsqu'on mesure une longueur ou une durée à cet endroit-là, ça ne mesure pas la même longueur et la même durée qu'en bas. Et c'est ça qui fait la gravité. Ça devient une action locale. Aujourd'hui, on a des horloges atomiques qui sont tellement précises que si vous les soulevez de 10 cm au-dessus de la surface terrestre, le temps ne s'écoule plus à la même vitesse dans l'horloge. Les GPS sont sensibles à l'effet de la gravité terrestre, et si on ne faisait pas de correction de cet effet local qui est lié à la gravité terrestre et la déformation des longueurs et des durées par la présence de la Terre, au bout d'une journée, vous auriez une erreur d'1 kilomètre sur un GPS. Donc, avec Einstein, on a une action locale. Mais pour l'instant, on n'en est simplement qu'à une idée, deux principes qui vont avoir le même effet, qui tous les deux permettent d'expliquer un principe qui est fondamental dans la relativité, c'est que si une pomme et une boule de pétanque sont lâchées dans le vide en même temps, eh bien, elles vont arriver au même temps au sol. Ça, c'est une drôle de coïncidence qui a fait penser à Einstein que ce n'était pas une propriété des objets, la gravité, mais une propriété de l'espace. Alors, il y a une validation de la théorie d'Einstein au début, en 1915, lorsqu'on a pu expliquer l'écart entre l'orbite de Mercure et celui qui était prévu par la théorie de Newton, qu'on n'arrivait pas à expliquer et qu'on pouvait expliquer avec la très forte gravité à proximité du Soleil dans le cadre de la relativité. Puis en 1919, quand on a vu que le Soleil courbait la trajectoire de la lumière qui venait d'une étoile en arrière-plan, or, la lumière n'a pas de masse. Donc, selon Newton, la lumière ne devrait pas subir la gravité. Si elle subit la gravité, c'est que ce n'est pas un effet de masse, puisqu'elle n'a pas de masse, c'est un effet de déformation de l'espace-temps qui est engendré par le Soleil. C'est la preuve qu'Einstein a raison, que c'est une propriété de l'élasticité de l'espace, et ça c'est monstrueux, d'autant plus monstrueux que le 14 septembre 2015, nous avons été traversés par une déformation de l'espace et du temps qui vous a tous comprimés, sans que vous vous en rendiez compte, mais cette déformation vous a comprimé d'un 10 millième de la taille d'un proton, donc c'est extrêmement difficile de le ressentir, mais ce passage d'onde gravitationnelle, c'est justement la preuve de l'élasticité de l'espace. Un autre phénomène intéressant, c'est qu'on voit dans les images de l'univers des déformations des images d'arrière-plan de galaxies qui viennent de la déformation de l'espace, et on voit ce qu'on appelle des fantômes de galaxies. Donc c'est la preuve que l'espace a une structure. Alors ces ondes gravitationnelles, je sais qu'il y a eu une présentation ici sur le sujet, je dirais juste deux mots, c'est que c'est la preuve de l'existence de trous noirs qui ont des masses qui ont 30 fois la masse du Soleil, qui peuvent se vivre en couple et qui peuvent fusionner entre eux. C'est un exploit majeur que d'avoir réussi à montrer ça, mais pour nous, ce qui va nous concerner ici, c'est le fait que des trous noirs peuvent rayonner quelque chose. Ça, c'est un premier élément intéressant, c'est qu'un trou noir qui est censé ne rien produire rayonne quelque chose. Alors bien sûr, c'est dans son environnement. Et vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin dans l'idée que des trous noirs peuvent rayonner quelque chose. Donc maintenant, continuons notre exploration des trous noirs. Il y a des faux... on entend souvent dire que les trous noirs sont des sortes d'aspirateurs qui vont aspirer tout ce qui est autour d'eux. Ça, c'est une fausse idée. Si je transformais le Soleil en un trou noir, il aurait un rayon de 3 km et les planètes tourneraient autour du Soleil sans que ça n'ait aucun effet sur elles. Un trou noir n'aspire rien du tout. Maintenant, quand on va au centre de la galaxie, la Voie lactée, on s'aperçoit que les étoiles tournent autour d'un centre de masse et que cet objet est invisible, mais pourtant, il courbe la trajectoire des étoiles. Il y a là un trou noir d'à peu près 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc on voit qu'il existe des trous noirs de différentes classes. 30 masses solaires, ceux qui ont été vus pour faire qui ont fait des ondes gravitationnelles, des trous noirs de 4 millions de masses solaires, comme celui au centre de notre galaxie. Je vous donne ici 4 exemples pour vous illustrer ce qu'est la définition d'un trou noir. Un trou noir, c'est un objet dont la masse, pour un rayon donné, est soit 1 milliard de tonnes pour la taille d'un proton, donc une particule comme un proton qui serait un trou noir pèserait une gigatonne, ou bien la masse de la Terre dans un rayon de 1 cm,
ou la masse du Soleil dans un rayon de 3 km, ou bien 1 milliard de fois la masse du Soleil dans le système solaire, c'est la masse qu'aurait le système solaire s'il était rempli de l'air qui occupe cette pièce aujourd'hui dont je parlais tout à l'heure. Les 3 premiers sont des tueurs. Si vous vous approchez d'eux, vous êtes spaghettifiés. Et c'est pour ça que je les ai illustrés avec un requin. Les plus gros sont comme des baleines. Ils sont beaucoup plus gros que les requins. Néanmoins, ils n'ont aucun effet sur vous. C'est pourquoi, dans le film Interstellar de Christopher Nolan, les acteurs n'ont pas peur, ils n'ont pas besoin de se faire remplacer par des doublures. Ils peuvent rentrer dans le trou noir Gargantua sans danger, parce que c'est un trou noir extrêmement massif, et donc il n'y a aucun souci, pas eu de problème. Alors, sur Terre, la gravité vous attire avec une accélération qui fait que vous allez prendre une vitesse d'à peu près 10 mètres par seconde à chaque seconde, ou 35 km/h à chaque seconde. Donc si vous sautez d'un pont, plus ça va durer longtemps, plus vous allez arriver à une vitesse importante, ça va faire mal. Alors la différence d'accélération entre votre tête et vos pieds, c'est ce qu'on appelle un effet de marée, c'est-à-dire que vos pieds subissent une attraction différente de votre terre et vous allez être étiré. Mais sur Terre, cet effet-là est négligeable. Pour que vous, on va dire qu'il y a une certaine taille, une certaine gravité qui va commencer à vous faire sentir quelque chose. On peut appeler ça le rayon de Aïe, c'est-à-dire qu'à partir du moment vous allez dire Aïe, vous allez sentir quelque chose. Donc c'est un critère scientifique qui est assez utile. Donc le rayon de Aïe, c'est typiquement si les pieds accélèrent plus qu'une certaine vitesse par rapport à votre tête. Bon, et sur Terre, c'est négligeable, c'est vraiment, vous êtes bien loin de ce rayon de Aïe. Maintenant, le trou noir au centre de la Voie lactée, là, 4 millions de masses solaires, vous pouvez plonger dedans, mais vous allez être spaghettifié. Pardon, le trou noir, excusez-moi, vous pouvez plonger dedans, vous n'allez pas être spaghettifié. Maintenant, si vous allez dans un trou noir de 1 masse solaire, là, c'est 200 milliards de fois la gravité terrestre, et vous allez être spaghettifié. Le terme a été inventé par Stephen Hawking, ça veut simplement dire ce que ça veut dire. Si le système solaire donc, était rempli d'air, ce serait un trou noir. Prenons maintenant le milieu interstellaire. Alors, je dois dire que le système solaire, ça tombait sous le sens, mais je précise, n'est pas rempli d'air. Donc vous n'êtes pas dans un trou noir défini comme le système solaire avec l'air. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans un trou noir. Je sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent là. Pour l'instant, ça va. Le milieu interstellaire contient un atome dans un dé. Un atome par centimètre cube. C'est beaucoup plus vide que les plus grands vides qu'on peut faire sur Terre. Si le milieu interstellaire, c'est-à-dire la matière qui s'étale entre les étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée, si ça s'étendait sur 300 fois la Voie lactée, c'est-à-dire 30 millions d'années-lumière, alors ça ferait un trou noir. Il se trouve que la Voie lactée ne fait pas 30 millions d'années-lumière, elle fait à peu près 100 000 années-lumière, elle est beaucoup plus petite que ça, et qu'au-delà de la Voie lactée, il y a beaucoup moins de matière, donc on n'est toujours pas un trou noir. Si maintenant on sort de la Voie lactée, et on commence à regarder ce qui se passe au-delà de la Voie lactée, là, on est dans un espace quasi vide, qui est l'espace intergalactique. L'espace intergalactique est quasi vide, mais il est suffisamment quasi vide pour n'être suffisamment pas vide, si vous me suivez, je m'appelle David, pour avoir 0,25 atomes par mètre cube. Donc 1 mètre cube, c'est déjà énorme, et vous n'avez qu'un quart d'atome là-dedans. Donc il faut que vous preniez 4 mètres cubes pour avoir une chance d'avoir un atome dans le milieu intergalactique. Sauf que le milieu intergalactique, lui, il est très très grand. Il faudrait un rayon de 65 milliards d'années-lumière pour qu'en englobant un tel rayon de milieu intergalactique, vous fassiez un trou noir. Ça, c'est beaucoup. 65 milliards d'années-lumière, c'est même plus que ce que l'on peut voir aux plus lointaines limites de ce qu'on peut voir dans l'univers. Si maintenant, on prend en compte le fait qu'il y a plus de masse dans l'univers que la matière lumineuse, la matière noire dont on suppose l'existence par le fait que lorsqu'on regarde le Soleil tourner autour du centre de la Voie lactée, il tourne à 220 km par seconde. Il a fait une vingtaine de tours depuis sa naissance, donc il est majeur, puisque c'est les années galactiques. Et à 220 km par seconde, il devrait
avoir quitté la Voie lactée depuis belle lurette parce que la masse contenue dans la Voie lactée, celle qui fait de la lumière, ne suffit pas à maintenir une étoile qui tourne à 220 km par seconde à la distance où se trouve le Soleil du centre de la Voie lactée. Donc, le Soleil est attiré par un excès de masse de la matière noire et qui va expliquer pourquoi on peut rester en orbite autour du centre de la Voie lactée malgré les grandes vitesses qu'ont les étoiles. Et cette quantité de matière noire, quand on la calcule à l'échelle de l'ensemble de l'univers, elle fait 6 fois plus de matière, il y a 6 fois plus de matière noire que de matière normale. Donc si on prend ça en compte, on aboutit à l'équivalent de 1,65 atomes par mètre cube. Ça reste tout petit, mais ça suffit à faire que le rayon qu'il faudrait atteindre pour englober suffisamment de matière atteigne le seuil classique de formation d'un trou noir, c'est-à-dire l'idée de Mitchell et de Laplace, qui est que si vous avez suffisamment de masse, la lumière ne peut pas s'en sortir. On n'est pas dans une vision très complexe relativiste, on n'est pas non plus avec la vision encore plus complexe du fait qu'au centre d'un trou noir, il y a un point d'énergie infinie, qui s'appelle la singularité. Pour l'instant, je regarde ça de façon très classique, eh bien, un rayon de 25 milliards d'années-lumière. Alors, l'âge de l'univers depuis le Big Bang, ce n'est pas l'âge de l'univers, c'est le temps qui s'est écoulé depuis le Big Bang, c'est 13,8 milliards d'années. Souvent, les gens se disent, donc l'univers a pu gonfler, en tout cas la zone observable, que sur une distance de 13,8 milliards d'années-lumière en 13,8 milliards d'années. Eh bien non, parce que pendant que la lumière voyageait jusqu'à nous, l'espace continuait de gonfler et l'expansion de l'univers, j'y reviendrai, atteint des vitesses apparentes supérieures à la vitesse de la lumière. En d'autres termes, si on situe la Terre ici et qu'on regarde autour de nous, alors je vous précise parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est une demi-sphère, c'est pas une gamelle de chien. Non, parce que mon beau-père me dit c'est encore ta gamelle de chien à chaque fois que je le montre. Et maintenant que je vous ai dit gamelle de chien, vous ne voyez plus qu'une gamelle de chien, je sais, alors que vous aviez vu une demi-sphère avant, j'ai pris un risque. Cette demi-sphère, qui contient des grumeaux rouges et des grumeaux bleus, représente la plus lointaine image de l'univers, c'est le fond diffus cosmologique, avec des petites irrégularités. On a vraiment amélioré le contraste. En réalité, il n'y a quasiment aucun contraste, et c'est bien pour ça qu'il faut de la matière noire. Bon, elle est située à une distance de nous de 45 milliards d'années-lumière. Je reviendrai sur ça plus tard, mais sachez que maintenant, eh bien, entre nous et cette gamelle se situe une autre limite, qui est celle qui, lorsqu'on calcule la quantité de masse qui se situe entre nous et cette distance que j'ai mis en noir, qui est à 25 milliards d'années-lumière de nous, il y a suffisamment de masse pour faire un trou noir. Et donc, normalement, la matière qui se situe là-dedans devrait s'effondrer et faire un trou noir, et aboutir à une énergie infinie au centre. Il se trouve que l'univers est en expansion, et que la gravité est contrebalancée par l'expansion de l'univers, et donc ce n'est pas aussi simple que ça, mais d'un point de vue classique, on peut donc définir cet horizon-là, et on peut dire que d'une certaine manière, d'un point de vue classique, on pourrait dire, oui, nous sommes à l'intérieur d'un trou noir. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Pour l'instant, pas grand-chose. Donc, peu importe, pour l'instant. Alors pourquoi j'ai dit 45 milliards d'années-lumière? Je vais juste le préciser. Nous sommes ici, ça c'était 42 millions. Ça c'était 380 000 ans après le Big Bang. Alors la Terre n'avait pas cette tête-là, mais imaginez que les particules de la Terre, qu'on représente par la Terre, et nos particules, qui étaient déjà là, se trouvent représentées par cette chose-là qui est la Terre. À 42 millions d'années-lumière de nous, 380 000 ans après le Big Bang, cet objet-là, qui est chauffé à 3000 degrés, au-dessus du zéro absolu, projette de la lumière. Chaque point sur cette sphère, autour de nous, est chaud, comme la surface d'une étoile. Le Soleil est à peu près 6000 degrés, là c'est 3000 degrés. Donc vous êtes à l'intérieur de l'équivalent d'une surface d'étoile, et chacun des points envoie de la lumière. Cette lumière est à 42 millions d'années-lumière de nous. Mais pendant qu'elle voyage pour venir à nous, l'univers s'étend, et donc les distances grandissent. Et au final, le moment où elle nous arrive ici, eh bien, c'est 13,8 milliards d'années plus tard, et la source de lumière qui nous a envoyé cette lumière, elle se trouve au moment où on reçoit la lumière à 45 milliards d'années-lumière. Donc tout ça, c'est pour vous dire que la sphère qui correspond à une époque reculée dans le passé, qui remonte 13,8 milliards d'années dans le passé, est située à 45 milliards d'années-lumière de nous, et c'est elle qui nous donne cette image du fond diffus cosmologique
qui contient les germes à partir desquels vont naître les étoiles et les galaxies dans l'univers. Bon, alors là, nous arrivons maintenant à la question de savoir est-ce qu'on doit se soucier de ce critère que j'ai donné, d'un horizon qui pourrait être celui d'un trou noir. Pour ça, je vais être obligé d'introduire un autre horizon qui va être celui qui va être lié à la théorie de la relativité. Et donc, je veux prendre 2 minutes pour vous rappeler qu'on mesure les distances dans l'univers à partir d'une échelle des distances cosmologiques, c'est-à-dire que pour chacune des distances, des plus proches aux plus lointaines, on utilise une technique différente. Le fait que la Terre tourne autour du Soleil fait qu'une même étoile est vue sous un angle différent au cours du temps, et donc elle fait un petit cercle. Ce cercle est tout petit. Quand Aristarque de Samos a dit que la Terre tournait autour du Soleil, on lui dit « c'est pas vrai, les étoiles ne tournent pas ». Quand Copernic a dit « la Terre tourne autour du Soleil », on lui dit « c'est pas vrai, les étoiles ne tournent pas ». Maintenant, on sait que les étoiles tournent, elles font des parallaxes, mais pour le voir, il faut un télescope, car le diamètre du petit cercle que dessine une étoile quand elle tourne, c'est l'équivalent de 1/6 de l'épaisseur d'une feuille de papier d'aluminium portée à bout de bras. Et ça, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Donc, on ne peut pas voir à l'œil nu ce mouvement des parallaxes, on peut le mesurer avec un télescope, et quand on regarde ce mouvement-là, c'est une projection du mouvement de la Terre autour du Soleil, et comme on sait que la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, par une simple triangulation, on peut calculer la distance de l'étoile. Alors ça nous permet d'aller jusqu'à une certaine distance, puis on utilise les étoiles variables, dont on s'est aperçu qu'elles variaient avec un rythme qui était d'autant plus lent qu'elles étaient plus lumineuses, et donc en regardant la pulsation d'une étoile, vous pouvez savoir quelle est sa puissance lumineuse. Et donc, si elle vous apparaît faiblement brillante, c'est parce qu'elle est loin. Ça, c'est le deuxième barreau de l'échelle. Puis, le décalage vers le rouge, qui vous permet, qui vient du fait que les galaxies s'éloignent de vous d'autant plus vite qu'elles sont loin de vous. Et ici, donc, en fait, ces 2 barreaux-là sont combinés. En fait, je les ai illustrés comme ça. Mais ensuite, ce sont les supernovae qui sont aussi des objets qui vont produire toujours la même quantité de lumière et qu'on peut utiliser comme chandelle standard, c'est-à-dire que si on voit qu'une supernova est 10 fois et 100 fois plus faible qu'une autre, c'est qu'elle est 10 fois plus loin, et donc on peut comme ça mesurer les distances. Grâce à ça, on peut se repérer dans l'expansion de l'univers, on peut mesurer les vitesses des galaxies qui sont autour de nous, qui sont d'autant plus rapides à s'éloigner de nous qu'elles sont lointaines. Ça, c'est le cas, quel que soit le point où vous vous trouvez dans l'univers, vous êtes au centre d'un mouvement d'expansion. Et c'est là où, en étudiant ce 4e barreau de l'échelle, c'est-à-dire la brillance d'étoiles supernovae, que Adam Ries a fait une découverte. Il a dit à ses collègues « Ne croyez pas ce que votre cœur et votre raison voient, mais ce que vos yeux voient. » Parce qu'il y avait un tout petit écart entre ce qu'on attendait selon la théorie et ce que l'on voyait, et ce tout petit écart signifiait quelque chose de troublant. Ça, c'est le taux d'expansion de l'univers, c'est-à-dire la vitesse à laquelle chaque morceau d'univers, d'espace, grandit au cours du temps, en, par exemple, 1 seconde. Et ici, c'est le temps qui s'est écoulé depuis le Big Bang. Donc ici, on est à 380 000 ans après le Big Bang, 100 millions d'années, 1 milliard d'années, 10 milliards d'années, et le Big Bang, donc, serait par là. Maintenant, on va essayer de voir comment a varié la vitesse à laquelle s'étend un morceau d'espace dans l'univers. Voilà comment il a varié. C'est la courbe rouge. Au moment du Big Bang, l'expansion était très rapide, puis il y a eu ce qu'on appelle une décélération, c'est-à-dire que chaque morceau d'espace dans l'univers a diminué de vitesse, puis on s'est arrêté de diminuer cette vitesse il y a 6,5 milliards d'années, et depuis 6,5 milliards d'années, la vitesse, le taux d'expansion augmente. En d'autres termes, on est aujourd'hui, ici, en plein milieu d'un nouveau Big Bang, puisque l'expansion accélère de plus en plus. Et donc ça ne peut être produit que par une autre source d'énergie qui amène l'univers à aller s'étendre et qui pourrait être la même source d'énergie qui explique le Big Bang. Et donc maintenant, on a potentiellement quelque chose d'intéressant. C'est le fait qu'il est possible qu'en comprenant pourquoi l'univers accélère aujourd'hui, dans son expansion, on pourra peut-être comprendre le Big Bang auquel on n'arrive pas à remonter. Ce n'est pas sûr, mais c'est possible. Pour la première fois, on commence à s'approcher du Big Bang en pensant à l'avenir. Maintenant, voici un autre fou furieux. Tanu Padmanabhan. Et là, je le cite parce que je ne veux pas être le seul
fou furieux. 2008. Voilà ce qu'il dit. Il n'est pas le premier, mais je trouve que sa présentation est intéressante pour parler de la gravité comme une illusion. Il dit, dans un article scientifique où d'habitude on dit voici l'équation 3 qui entraîne l'équation 4, etc., voici le discours qu'il a dans un article scientifique. Je vais maintenant vous donner des arguments qui montrent que le problème de l'accélération de l'expansion de l'univers, ce qu'on appelle le problème de la constante cosmologique, résulte essentiellement de notre méconnaissance de la nature de la gravité et que la solution demande une perspective alternative où la gravité est traitée comme un phénomène émergent. Alors qu'est-ce que c'est qu'un phénomène émergent? C'est ça, par exemple. Phénomène émergent, c'est lorsque un certain nombre d'objets font apparaître une propriété nouvelle quand ils se combinent ensemble. Par exemple, pendant que je vous parle, des particules, des atomes, se combinent ensemble pour faire émerger ma pensée, puis faire émerger ma parole. Et cette pensée, elle a émergé de la combinaison de ces atomes. Donc ma pensée, ma parole est un phénomène émergent. L'élasticité ou la tension de surface de l'eau est un phénomène émergent. La forme de ce visage qui pourrait arriver de façon aléatoire, la probabilité est faible, mais les formes qu'il y a sur l'eau sont des phénomènes émergents. Et la gravité serait, selon lui, non pas, et il reprend des propos d'autres, mais là, non pas une interaction fondamentale, alors que c'est la première interaction fondamentale qu'on a étudiée et qu'on a compris, ça ne serait pas une interaction fondamentale, la gravité, ça serait une propriété qui émerge à notre échelle macroscopique de la même manière qu'une pensée émerge quand je vous parle. La gravité ne serait pas un phénomène fondamental, et la raison pour laquelle tout le monde se plante, c'est parce qu'on est dans une illusion. Je prétends, dit-il, que nous avons mal compris la nature de la gravité, en raison de la façon dont les idées ont évolué historiquement. Vue sous le bon angle, la description de la gravité devient remarquablement simple et explique les faits que nous supposions sans penser qu'il y avait une explication. Toute théorie qui explique la gravité comme une propriété de l'espace-temps, ce qui est la théorie de la relativité générale, s'accompagne inévitablement de l'existence d'horizons virtuels qui dépendent toujours de l'observateur. Or, toute variation d'énergie, vous savez qu'en physique, on décrit les changements dans la nature par des variations d'un état d'énergie. Vous prenez cet objet, vous le mettez en haut, il a une énergie potentielle, une énergie gravitationnelle, vous le lâchez, cette énergie gravitationnelle va se transformer en énergie de mouvement, en énergie cinétique, et c'est la variation d'énergie qui permet de décrire les mouvements. Donc, une variation d'énergie, E, une variation dE, permet de décrire l'évolution d'un système avec une variation de volume, dV. Donc ici, vous avez quelque chose qui se décrit en 3 dimensions, dE plus PdV, mais qui peut être traité d'une manière analogue et équivalente en 2 dimensions, T ds, T la température, et ds une variation d'un quelque chose qui s'appelle S, qu'on appelle l'entropie, et qui peut se définir sur une surface à 2 dimensions. Et là, il le dit, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est né de l'histoire des trous noirs. C'est en étudiant les trous noirs qu'on a compris qu'on pouvait faire une transition entre 3 dimensions et 2 dimensions. Et maintenant, je vous dis que, oubliez les trous noirs, ils ont été un tremplin pour faire émerger dans mon esprit l'idée que la gravité s'explique naturellement comme un produit d'un phénomène à 2 dimensions. Et c'est ça que je vais essayer de vous décrire aujourd'hui. Et c'est cette idée-là qui est en train d'émerger aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de théoriciens, qui est en train de se développer aujourd'hui. Et c'est là où je joue un exercice qui est très difficile, puisque je ne suis pas en train de vous dire « nous avons découvert le boson de Higgs, bingo ». Je suis en train de vous dire « il y a quelque chose là, potentiellement, et on devrait s'en soucier ». Alors, tout a commencé avec ce type, John Wheeler, qui disait que sa vie se divisait en 3 parties, selon qu'il pensait, dans la première partie de sa vie, que tout est particules, dans la deuxième partie, que tout est champ, des champs d'interaction, et la troisième partie, que tout est information. Et le souci arriva au moment 3, la troisième partie de sa vie. Je rappelle, pour avoir une idée un peu du personnage, que John Wheeler, c'est celui qui a inventé le terme de trou noir. Quand il a proposé de le mettre dans l'article qu'il a écrit pour le journal Physical Review, l'éditeur a refusé parce qu'il trouvait que c'était un terme obscène. Ça, c'était en 1968. Ce à quoi il a ajouté « oui, mais les trous noirs n'ont pas de cheveux ». John Wheeler est dans son bureau
Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la pause café, et c'est vraiment l'essentiel de notre sujet ici. C'est le moment de la pause café qui est le moment clé. Si vous allez à un congrès d'astrophysique, vous pouvez dormir pendant les présentations et ne jamais rater la pause café. John Wheeler avait une pause café avec un thé, mais ça marche tout aussi bien avec un thé, et se pose la question suivante. J'ai une tasse de thé chaud, si je verse, j'ai une tasse de thé qui a refroidi, pardon, une tasse de thé froid, si je verse du thé chaud dedans, la température du thé va augmenter. Là, vous vous dites, j'ai vu plus fondamental comme problème de cosmologie. Vous avez vu la tête du bonhomme. Il se dit, mais ça m'ennuie. Alors, pourquoi ça m'ennuie? Parce que l'entropie, c'est la mesure du désordre dans l'univers. Et plus des particules sont agitées, plus il y a de désordre. Donc, quand j'ai versé du thé, j'ai augmenté le désordre dans ma tasse de thé, donc dans l'univers. Et donc, lui, tranquille, au moment de sa pause thé dans son bureau, était en train d'augmenter le désordre de l'univers, et il se dit, mais je n'ai pas envie d'augmenter le désordre de l'univers. Voilà le problème auquel il était confronté. Alors, ce qui est fou, c'est que je suis sûr que vous vous posez parfois des questions comme ça, et il y a toujours quelqu'un à côté de vous qui vous dit « Qu'est-ce que tu as fumé Est-ce qu'il t'en reste ?» Mais non, allez jusqu'au bout. Pas du joint, mais de l'idée. Allez au bout. Voilà ce qu'il se dit, lui. Je vais m'en sortir. Imaginons qu'il y a un trou noir à côté de moi. Je verse le thé dans le trou noir discrètement. Personne ne va jamais le savoir. Et j'aurais augmenté le désordre de l'univers une petite fraction de seconde, et après, plus rien. Et là, il se dit, j'aurai un autre problème. Ça veut dire qu'en fait, les trous noirs permettent de se débarrasser du désordre dans l'univers. Or, la thermodynamique dit que le désordre ne peut qu'augmenter dans l'univers. Vous le savez bien, il y a Trump qui vient de se faire élire. C'est physique. L'élection de Trump, c'est thermodynamique. Vous vous dites, il y avait le bordel Bush, il y a mieux. Bon. Eh bien, là, il se dit, je vais essayer de contrecarrer ça avec un trou noir. Et ça, c'est gênant, parce que les trous noirs qui sortent de la physique, ça lui pose un problème. Donc, à ce moment-là, il y a son étudiant qui arrive dans son bureau, qui s'appelle Jacob Bekenstein, qui est aujourd'hui quelqu'un d'un certain âge, mais qui était à l'époque son étudiant. Il lui pose la question, il lui dit « Jacob, j'ai un problème, j'ai imaginé ce truc-là, qu'est-ce que tu en penses ?» L'autre ne dit rien, rentre dans son bureau, et il revient quelques temps après, l'histoire ne dit pas exactement combien de temps après, et il dit « Professeur, en fait, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Quand vous avez versé votre thé dans le trou noir en imagination, vous avez augmenté la masse du trou noir. Alors, une tasse de thé, ce n'est pas gros par rapport à un trou noir qui pourrait être assez massif, mais ça augmente la masse du trou noir. Or, tout à l'heure, je vous ai montré que les trous noirs, c'était une certaine masse dans un certain rayon. Et donc, si vous augmentez la masse d'un trou noir, eh bien, il va gonfler, il va avoir un rayon plus grand. Donc, sa surface va être plus grande. Bon. Maintenant, la surface d'un trou noir, je ne peux pas la définir de manière absolument parfaite, cette frontière entre l'intérieur et l'extérieur du trou noir, à cause de la mécanique quantique. La mécanique quantique dit qu'il existe un principe d'incertitude qui vous interdit de connaître avec certitude ou avec une précision absolue la position de tout objet dans l'espace. Et donc, la frontière qui sépare le trou noir de l'espace a une épaisseur. Si cette épaisseur, elle n'a pas une épaisseur particulièrement déterminée, mais on utilise souvent de façon un peu comment dire, tirée du chapeau, mais qui se trouve être assez efficace, la longueur de Planck, qui est de 10 puissance moins 33 cm. Cette épaisseur vient de la physique quantique, et elle est appliquée à l'horizon d'un trou noir, sa frontière avec le monde extérieur, qui est un phénomène de relativité générale. Là, on commence à toucher à la physique fondamentale parce que la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale ont été imaginées au début du XXe siècle, mais n'ont jamais été compatibles l'une avec l'autre. Alors, avec l'étude de la surface des trous noirs, on commence à pouvoir imaginer les deux.
dans une même vision. Et ce que dit Bekenstein, c'est que cette épaisseur-là, ça va créer en fait des petites cellules qu'il appelle des cellules de Planck, qui ont la taille de Planck, du physicien Planck, mais surtout, lui, il était beaucoup plus grand que ça, Planck, mais la taille des cellules de Planck, c'est 10 moins de 33 cm, vous suivez quand même. Et je peux calculer le nombre de cellules qu'il y a à la surface d'un trou noir. Or, Ludwig Boltzmann avait donné une formule qui disait que si vous avez un ensemble d'objets, vous pouvez définir le désordre que vous pouvez faire avec ces objets par le nombre d'objets. Plus, par exemple, prenez la chambre d'un enfant. S'il y a un lit et un livre, le désordre qu'il peut faire avec ça, c'est assez faible. S'il y a un lit, 100 petits soldats et un livre, il pourra faire plus de désordre. Donc plus il y a d'objets, plus le désordre peut être grand. Eh bien, on peut calculer une formule qui dépend du nombre d'objets, du logarithme du nombre d'objets, qui va vous définir la quantité de désordre, qui est l'inverse de ce qu'on appelle l'information. Quand quelque chose est bien organisé, on dit que c'est de l'information, et quand quelque chose est bordélique, on dit que c'est de l'entropie. Et on peut donc définir l'information ou le désordre, les deux sont liés ils sont l'un et l'anti-l'autre, par le nombre d'objets qui sont mes petites cellules de Planck à la surface d'un trou noir. Et c'est le moment où ça devient intéressant, c'est le moment où Bekenstein montre que la quantité de T que Wheeler aurait versé dans un trou noir augmente la masse et donc le rayon et donc la surface du trou noir et donc le nombre de cellules de Planck d'une quantité qui est égale à la quantité d'informations qu'il y avait dans le T ou de désordre. En d'autres termes, rien ne se perd, rien ne se gagne, le nombre de cellules colle avec ce qui a été perdu. Et donc ça reste à la surface du trou noir. Et donc là, il lui dit, vous n'avez rien perdu. Et on définit une entropie à la surface du trou noir. Sur ce, Stephen Hawking dit, c'est complètement débile. Un trou noir, par définition, est un objet qui ne rayonne rien. Si on définit une propriété thermodynamique d'un trou noir, c'est-à-dire une entropie, on peut faire calculer la variation de cette entropie, on peut raisonner de manière thermodynamique, c'est-à-dire étudier les propriétés d'un ensemble de particules, qui sont ici les cellules de Planck. Et donc on doit normalement avoir une température associée à la surface d'un trou noir. Et qui dit température dit rayonnement. Et donc il dit qu'il doit y avoir un rayonnement des trous noirs. Or, ça voudrait dire que les trous noirs rayonnent, donc c'est impossible. Et en essayant de démontrer que Bekenstein s'est planté, Hawking trouve par un autre processus la preuve et le résultat de Bekenstein, et il trouve la même chose que lui. Il écrit un article où il dit « Voilà ce que j'ai découvert ». Et seulement à la fin, il dit d'ailleurs, ça ressemble à ce que dit Bekenstein, avec une faute d'orthographe dans Bekenstein. Donc il y a juste 2 fois Bekenstein, et je crois même qu'à la fin de l'article, dans la bibliographie, il n'y a même pas la citation à l'article de Bekenstein. En fait, il voulait vraiment dire que l'autre avait tort, mais il a retrouvé le truc. Et depuis, tout le monde parle du phénomène de Hawking, alors qu'en réalité, c'est Wheeler, Bekenstein, Hawking d'une certaine manière. Son phénomène, c'est le suivant. Le vide quantique crée des paires de particules et d'antiparticules qui, lorsqu'elles se forment, s'annihilent l'une avec l'autre, dans un temps très très court, mais si elles se formaient à la surface, à l'horizon des événements d'un trou noir, là où, quand on est dedans, on ne peut pas s'en sortir, et quand on est dehors, eh bien, on est dehors, eh bien, on peut imaginer qu'elles se séparent par l'effet du trou noir et qu'il y ait une évaporation du trou noir, une perte d'énergie. Et là, Hawking se rend compte que non seulement il peut y avoir un rayonnement du trou noir, mais que quand il fait le calcul, ce rayonnement correspond au rayonnement qu'on attendrait pour un corps chauffé à une température qui est la température qui correspond à celle qu'on calcule quand on calcule le nombre de cellules de Planck qui est à la surface du truc. Donc, il vérifie Bekenstein. Pire, c'est que quand vous appliquez ce qu'on appelle la théorie des cordes au système, ça marche et on trouve le même résultat. L'article de Stephen Hawking ne dit pas que les trous noirs rayonnent de la lumière, il dit que les trous noirs explosent. Pourquoi ? Parce que plus un trou noir est petit, plus son effet de spaghettification est fort. Rappelez-vous, un gros trou noir, une baleine, un petit trou noir, un requin, vous n'êtes pas spaghettifié si vous tombez dans le Gargantua comme dans Interstellar, vous êtes spaghettifié quand vous tombez dans un petit trou noir. Ça veut dire que la capacité de séparer deux particules est d'autant plus forte qu'un trou noir est petit. Mais si un trou noir rayonne de l'énergie, eh ben, il va perdre de l'énergie. Mais l'énergie, c'est de la masse. E égale mc2.
Donc s'il perd de la masse, il va devenir plus petit. Son rayon va diminuer. Mais si le rayon diminue, il va se rapprocher d'un trou noir qui est encore plus puissant pour faire déchirer les paires. C'est par un effet qu'on appelle un effet de marée. Et le phénomène va s'accélérer, plus l'énergie qui va être rayonnée va être grande, plus le trou noir va diminuer, plus la capacité qu'il aura à rayonner l'énergie va être grande, plus il va rayonner, plus, etc. Et c'est ce qu'on appelle une explosion. Et donc Stephen Hawking conclut en disant qu'un trou noir d'une gigatonne, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, qui a la taille d'un proton, c'est pas un hasard, c'est le trou noir qui, s'il était né dans l'univers primordial juste après le Big Bang, exploserait maintenant. Nous sommes aujourd'hui, c'est le moment où exploserait un trou noir d'une gigatonne. Donc s'il y avait un trou noir d'une gigatonne dans cette salle, il exploserait maintenant. S'il était plus gros, il exploserait dans le futur, et s'il avait été plus petit, il aurait déjà explosé. Donc si vous aviez une grande quantité de tout petits trous noirs, ça devrait faire de l'émission gamma, il le dit, un trou noir d'une gigatonne, ce serait évaporé maintenant, et un trou noir qui explose, c'est l'équivalent d'une mégatonne de bombe H. Donc c'est énorme. Alors, dans les années 70, Wheeler, Bekenstein et Hawking sont arrivés avec ce mécanisme, et devons-nous nous en soucier? Jusque-là, pas vraiment, parce que finalement, le temps qu'il faut à un trou noir pour s'évaporer, pour la plupart des trous noirs qu'on considère, c'est énorme, à part des tout petits trous noirs, des micro-trous noirs dont on n'est pas sûr qu'ils existent. Alors, une parenthèse, c'est que les micro-trous noirs, si l'univers avait formé des micro-trous noirs d'une gigatonne comme petite fluctuation primordiale après le Big Bang, eh bien, ces petites particules qui auraient la taille d'un proton, elles auraient les propriétés parfaites pour expliquer la matière noire, et on n'aurait pas besoin de faire appel à une nouvelle forme de matière. C'est l'explication idéale. Le problème, c'est que de savoir pourquoi l'univers aurait-il fait précisément des fluctuations de masse et d'énergie qui donneraient naissance à exactement la taille d'un trou noir qui ferait que ça n'aurait pas explosé avant. Ça, on ne sait pas l'expliquer, donc pour l'instant, on se dit c'est une drôle de coïncidence, mais puisqu'on ne sait pas ce que c'est que la matière noire, autant accepter toutes les possibilités. Mais c'est surtout dans la fin des années, au début des années 90, que le problème a été revu comme par Tamnu Padmanabhan et aussi Ted Jacobson, qui a fait ça avant lui, comme une utilisation du fait que la physique des trous noirs et de leur surface puisse être utile pour comprendre la gravité. Tout à l'heure, je vous disais, Padmanabhan dit que si une variation d'énergie peut s'expliquer de la même manière qu'une variation d'entropie à une surface, eh bien, on peut retrouver les lois de la relativité générale. C'est ça qu'ils ont montré. Et le raisonnement est le suivant. Un trou noir, ça a un horizon, ce qu'on appelle l'horizon des événements, c'est-à-dire que s'il se produit un événement à l'intérieur d'un trou noir, vous ne le saurez jamais parce que la lumière ne peut pas en sortir. Donc on appelle ça l'horizon des événements. Si maintenant vous preniez l'un d'entre nous et vous le mettiez dans une fusée qui serait en accélération constante, alors cet individu serait entouré d'un horizon analogue à l'horizon qui entoure un trou noir, un horizon des événements, qui ferait que des événements qui se produiraient dans l'univers ne lui seraient jamais perceptibles, même s'il attendait un temps éternel, infini, pour que la lumière lui arrive. Ça ne lui arriverait jamais. En d'autres termes, vous avez l'analogue d'un horizon de trou noir pour un observateur en déplacement, en accélération constante, et même cette surface qui l'entoure rayonne de la température. C'est un phénomène de température de Unruh, du nom du physicien qui a imaginé ça. Et Ted Jacobson, en premier, a pensé que finalement, je peux définir cet horizon-là de Unruh. Je peux aussi définir un horizon de Rindler. J'ai aussi l'horizon cosmologique de l'univers, l'horizon des particules. Il y a plein d'horizons, et c'est ce que je disais au début quand je citais Padmanabhan. À partir du moment où vous considérez que la gravité vient d'une affectation de l'espace-temps, comme l'a fait Einstein, à partir du moment où vous décrivez la gravité par les propriétés de l'espace et du temps, vous êtes conduit à définir des surfaces, des horizons, et vous pouvez appliquer sur ces horizons la physique qui a été appliquée sur l'horizon d'un trou noir. Et si vous le faites, vous pouvez écrire des équations de température, d'information, d'entropie, de volume, de pression, ce qu'on appelle de thermodynamique, qui permettent de retrouver les équations de la relativité générale d'Einstein. Là, le saut quantique que va faire Padmanabhan, c'est de dire c'est trop beau. C'est trop beau pour que la nature
ne l'est pas fait pour que ce ne soit pas vrai. Si la nature a permis une analogie aussi parfaite, c'est que la gravité n'est rien d'autre qu'une propriété de surface liée à des horizons virtuels et à des traitements thermodynamiques. Alors, vous allez me dire, mais attendez, la gravité, on sait bien ce que c'est, on la voit tous les jours. Eh bien, la mesure de la gravité, le test de la gravité, on n'a pas pu le faire en dessous de, typiquement, 1/10 de millimètre. Il apparaît des effets de vide quantique, l'effet Casimir, etc., les interactions autres que la gravité, comme l'interaction électrostatique, 10 puissance 36 fois plus forte, font qu'on n'a pas testé la gravité à l'échelle élémentaire. En d'autres termes, aujourd'hui, on ne sait pas si la gravité existe à l'échelle d'une particule élémentaire. C'est ça l'idée d'une gravité émergente. La gravité émerge de la même manière qu'une de mes pensées n'existe pas dans chacun de mes atomes, mais elle n'existe que quand un grand nombre d'atomes se mettent en molécules, que ces molécules interagissent, etc., font du courant électrique, des axones, etc., et qu'ensemble vont aboutir à l'émergence d'une pensée. De la même manière, si vous regardez un atome, eh bien, vous ne trouvez pas de gravité. La gravité ne va émerger que de la combinaison d'un grand nombre de particules qui, ensemble, vont générer un horizon virtuel il me reste encore un quart d'heure, ça ? 10 minutes ? 10 minutes, un quart d'heure. C'est relatif, de toute façon, donc je m'en sors. De toute façon, le talk d'après, il parle de microgravité, donc il a beaucoup moins de temps. Voilà. Et donc, on se retrouve dans cette nouvelle vision de la gravité qui serait une forme d'illusion, en fait, qui serait enfin, pas une illusion, elle est là, mais elle serait émergente. L'illusion, ça serait le fait de croire que c'est une interaction fondamentale. Gerhard Toft, alors attention aux jeunes, ça s'écrit Teouf, mais ça se lit Toft. Voilà, il est là, il est en train d'essayer d'arracher un morceau d'aimant avec un collègue, parce que s'il y arrivait, on pourrait avoir un monopole magnétique, ce qu'on n'arrive pas à faire, mais ce qu'ils essayent de faire ici, ils font une expérience. Ce sont des théoriciens, ils n'ont pas le même sens de l'expérience que nous. Leonard Susskind, qui est ici, qui a ensuite écrit un article qui s'appelle « Le monde est un hologramme », parce que ce qu'a fait Toft, c'est de dire, mais attendez, si je peux exprimer la gravité comme une propriété émergente, à partir de 2 dimensions, mais qu'est-ce qui me dit que l'univers a 3 dimensions ? Moi, je dis que l'univers n'a que 2 dimensions et la 3e est une illusion. Et donc, on passe d'une gravité... Alors, on passe d'une gravité qui est une forme d'illusion parce qu'elle émerge et qu'elle n'est pas une interaction fondamentale, à ensuite un espace à 3D qui est une illusion parce qu'en réalité, l'espace n'a que 2 dimensions. Le problème, c'est que le fou furieux convainc les théoriciens des cordes, puisqu'ils disent, de toute façon, pour nous, les particules, c'est des cordes à 2D, et on n'a pas besoin de la 3e. Donc, si vous nous dites qu'elle n'existe pas, ça nous arrange. Et donc, maintenant, on se retrouve dans une situation où, avant, on parlait de l'énergie noire, qui était cette énergie qui provoque l'accélération de l'expansion de l'univers, qui était un 5e élément, une quintessence, la 5e essence. Et maintenant, on se retrouve de nouveau avec la philosophie grecque, le mythe de la caverne. C'est-à-dire que vous avez des images en 2D, c'est nous, et on en fait une histoire à 3D, mais en réalité, ce qu'on regarde, c'est un monde à 2D. Alors, le problème que pose Toft dans son article, il dit « Je ne sais pas où est l'écran, où est écrit la gravité, où est écrit le monde, qui est un hologramme, sur un écran qui pourrait être l'horizon cosmologique ou pas, je ne sais pas. » Donc, il ne sait pas où est l'écran, il se le demande. Et ça, je trouve ça assez troublant, qu'il se dit « Le monde est une illusion, écrite quelque part, je ne sais pas où. » Alors, les hologrammes, vous en avez ici dans Big Bang Theory. Vous voyez ici, un hologramme, c'est une projection en 3D d'un objet qui a 2 dimensions, avec une petite épaisseur, qui est la longueur de Planck. Et maintenant, on en arrive à la fin de la présentation où... je vais vraiment tenir le temps, en fait, je rigolais. Je dis ça pour qu'il soit... Et puis après, il va me laisser. Et donc, c'est le fait que... On revient maintenant à la matière noire et à l'énergie noire. Souvenez-vous, à la pause café, les collègues, machin, on est gêné que 95% de l'univers soit fait de matière noire et d'énergie noire. Si maintenant, vous vous dites que tout ça, vous l'avez déduit de manière indirecte, puisqu'on ne les voit pas, de la gravité, et si des gens vous disent « mais la gravité n'est pas ce que vous croyez, c'est une illusion, etc. », quel effet ça peut avoir ? C'est là où on arrive à la présentation qu'a fait ce type, Maurice Van Putten. Mais il n'est pas le seul. Eric Verlinde, il y a eu un article qui est paru il y a quelques jours, qui a fait la une des journaux,
Emergent Gravity and the Dark Universe, mais il avait commencé à proposer ses idées un peu plus tôt. Est-ce que c'est vrai ou faux? J'en sais rien. Un autre article, Anthropic Inflation, de Damien Essen, Paul Frampton, etc. Que disent tous ces gens? Chacun avec sa façon. Alors par contre, quand vous discutez avec eux, ils sont sûrs de leur coup. Mais chacun a une vision différente. Ce qui est troublant, c'est l'idée de la gravité émergente. C'est d'autant plus troublant que la transition entre le 2D et le 3D a été écrite mathématiquement d'une façon parfaitement élégante par un physicien argentin qui s'appelle Juan Maldacena. Et cet article est aujourd'hui l'article le plus cité de tous les articles de physique fondamentale. Ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose qui touche les gens et qu'elle est effective et efficace pour expliquer certaines choses, cette théorie. Maintenant, ce que je vais dire, c'est encore plus supputatif, c'est le fait que la matière noire et l'énergie noire seraient le reflet d'une gravité qui merdoie. Donc, vous avez ici un horizon, qui est l'horizon de l'eau. L'horizon cosmologique, celui qu'on voit de loin, c'est l'équivalent du fait que si ce petit bateau qui est là émettait de la lumière, par exemple faisait des pulsations, vous recevriez la lumière avec un délai. Et donc, quand vous recevez la lumière, c'est la lumière émise dans le passé. Donc, l'horizon des particules, c'est le 45 milliards d'années-lumière que je disais tout à l'heure. C'est là où sont les sources de lumière qui ont émis leur lumière à 45 millions d'années-lumière de nous, 380 000 ans après le Big Bang. Mais maintenant, imaginez que vous ayez un bateau qui est derrière cet horizon du fait de la courbure de la Terre, qui va maintenant de l'autre côté de la Terre. S'il émet de la lumière, vous ne la recevrez jamais. Donc cet horizon-là, ça devient l'horizon des événements, c'est-à-dire qu'aucun événement qui se produit là-bas ne vous arrivera jamais, même si la lumière est émise. Cet horizon des événements, c'est celui qu'il y a dans un trou noir, puisque si quelque chose est dans un trou noir, vous ne le verrez jamais, puisque c'est de l'autre côté de l'horizon des événements. Bon. Je reprends la Terre, la gamelle, 45 milliards d'années-lumière. Cet horizon-là, c'est l'horizon des particules. Maintenant, je vais vous montrer une courbe. Ça, c'est la vitesse dite de récession, c'est-à-dire la vitesse à laquelle semble s'éloigner de nous une galaxie du fait que chaque morceau d'univers grandit avec la vitesse que je vous ai montrée tout à l'heure, qui a d'abord décéléré, puis augmenté. Le fait qu'elle se soit mise à augmenter cette vitesse, le fait que l'accélération de l'expansion de l'univers ait eu lieu il y a 6,5 milliards d'années, ça vous fout une de ces merdes. En gros, la vitesse est ici, le décalage vers le rouge est ici. Eh bien, à cette distance-là, les galaxies s'éloignent de nous plus vite que la lumière. C'est-à-dire que vous avez un horizon des événements qui est situé ici, c'est-à-dire à une certaine distance de nous, qui est de 15 milliards d'années-lumière de nous, plus 25 mais 15. Et s'il se produit un événement 15 milliards d'années-lumière de nous plus loin, ou à 16,5 milliards d'années de nous, cet événement, une explosion d'étoiles par exemple, vous ne le verrez jamais, même en attendant un temps éternel. Et là, vous vous retrouvez avec l'horizon d'un trou noir autour de nous. Et alors là, vous allez dire, alors on est bien dans un trou noir. Il vient, le titre de la présentation, c'est « Habitons-nous dans un trou noir », il ne reste plus que, je sais pas, 5-10 minutes de présentation, et j'ai toujours pas compris si on était dans un trou noir. Mais non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la phrase d'après. Pourquoi devrions-nous nous en soucier? Le fait qu'on a un trou noir, il va y en avoir 4-5 ici, ou plus, qui vont me dire, mais oui, mais la métrique dans un espace en expansion, c'est une métrique de Friedman-Robertson-Walker. La métrique d'un trou noir, c'est une métrique de Schwarzschild. Vous ne pouvez pas appliquer l'un à l'autre. OK. Oubliez ça. Vous avez un horizon, vous avez une surface virtuelle et qui bouge. Or, si vous avez un TDS, c'est-à-dire un horizon qui bouge, vous créez un changement d'énergie, vous créez des choses. Et ce que disent ces auteurs, c'est que ce que vous créez, c'est une force qui est exactement celle qui est nécessaire pour provoquer l'accélération de l'expansion de l'univers, et donc vous n'avez plus besoin de faire appel à une nouvelle forme d'énergie, et que vous modifiez la gravité à l'intérieur des galaxies de sorte à ce que vous expliquiez pourquoi le Soleil tourne à 220 km par seconde autour du centre de la galaxie sans en sortir, par un effet qui vient de 15 milliards d'années-lumière de nous, qui est cet horizon-là, parce que la gravité est affectée par des effets de surface dans cette vision. J'ai fini, et voici ma conclusion. On est, quoi qu'il arrive, dans une révolution,
Parce que si on trouve des particules de matière noire, il faudra expliquer leur nature. Si elles n'existent pas, encore mieux. Nouvelle physique, 5e élément, ou bien mythe de la caverne, comme je le disais. Il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se faire. Ce dont je vous ai parlé là, l'idée de la troisième dimension, ce mythe de la caverne de Platon, c'est ce que j'appelle dans mon bouquin qui est ici, et là je fais la pub pour que vous veniez me voir tout à l'heure, parce que je vais faire des signatures, j'ai pris une encre bleue qui glisse bien. Dans ce livre magnifique qui est ici, je disais-je, ce que je viens de vous dire, c'est le 4e type d'illusion. Je décris 5 types d'illusions cosmiques pour essayer de résoudre le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je vous laisse découvrir les autres. Merci. Une fois la